Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, débrief de la victoire de l'OL 3-1 à Nantes. Une victoire qui fait évidemment beaucoup de bien au classement, puisque si on avait encore un petit doute, cette victoire nous permet d'avoir 38 points et donc d'être définitivement maintenu. Mais aussi ça nous permet de regarder un petit peu plus haut, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais cette victoire nous rapproche des places européennes, même si vous allez voir, le calendrier, notre goal average qui est très défavorable, vient un petit peu tempérer les ardeurs sur ce sujet. Alors on va commencer par la composition d'équipe, 4-1-4-1 je dirais habituel, avec Anthony Lopez dans les buts, Tagliafico, Caleta-Car, O'Brien et Maitland Niles, préféré à Clinton Mata. Clinton Mata d'ailleurs qui n'a pas du tout joué. Mais bon, il avait joué les deux derniers matchs, donc en championnat face à Reims et en Coupe de France face à Valenciennes. Donc ça peut s'inscrire dans une rotation que l'on peut comprendre. Nemanja Matic devant la défense. Une ligne de 4 avec Benrahma, Tolisso, Cacré et Nuama. Et en pointe évidemment Alexandre Lacazette. Bon, une équipe je dirais assez traditionnelle, même si Tolisso venait suppléer Mangala, blessé en équipe nationale et qui un petit peu de difficulté à revenir. Alors on va regarder tout de suite l'attaque momentum pour voir un petit peu le déroulé du match. Alors il faut le dire, le début de match a été vraiment très intéressant de la part de l'OL, puisque tout simplement en 4 minutes nous avons pris 4 tirs, ce qui est quand même pas fréquent évidemment à ce rythme là. Sur tout un match c'est très impressionnant. Et vraiment sur le premier quart d'heure je trouve qu'on est bien en place, mais malheureusement, et je dirais que ça devient quand même une habitude, on laisse des ouvertures assez importantes, et dès la 13e minute Anthony Lopez est déjà mis à contribution sur une action très compliquée face à Moustapha Mohamed, et donc il s'interpose. Ablin, lui, tout simplement, va ouvrir le score avec un Tagliafico qui oublie le marquage. On verra aussi sur l'action qu'O'Brien laisse passer Mohamed dans son dos. Donc en gros, il y avait quasiment 2 Nantais à la réception du centre. Et donc, alors je dirais pas que c'est totalement contre le cours du jeu que Nantes a ouvert le score, parce que si nous, on a commencé assez fort, avec, je dirais, pas mal de tirs dès le début du match, une présence assez haute, beaucoup de pressing donc pour un peu étouffer l'adversaire. On n'a pas eu des occasions exceptionnelles, on le verra dans les stats un petit peu plus tard. Et puis le problème, je trouve que c'est qu'une fois qu'on a pris le but, on n'a plus tellement existé. Donc ça c'est quand même embêtant, c'est même Nantes qui à la 20e a encore une grosse occasion. Alors, on pourra dire oui, il y a eu le tir de Nuama détourné par le gardien Alban Lafont, mais pour moi c'est plutôt un centre-tir, donc c'est un tir raté ou un centre raté, vous l'appellerez comme vous voulez. Lacazette également a eu une belle frappe croisée sur une percée de Nuama encore, mais la télé a donné la stat. Après environ 30 minutes de jeu, Nantes avait tiré 4 fois au but et avait cadré 3 fois, alors que nous, en 5 tirs, on avait 0 tir cadré. Donc, vous le voyez ici, malgré un début assez tonitruant de notre part, après, ça a été quand même la grande dépression jusqu'à la mi-temps. Et malheureusement, ça devient une habitude de assez mal débuter les matchs et finalement de se mettre en difficulté. Mais ce qui devient également une habitude pour nous, c'est de réagir, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison. Quand on encaissait le premier but, c'était fini. Là, c'est la 3e fois sur ces matchs retour qu'après avoir concédé l'ouverture du score, nous parvenons à nous imposer. Donc ça montre quand même une force de caractère retrouvée de la part de notre équipe, mais aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la capacité du fait du mercato, d'avoir des mecs sur le banc qui entrent et qui apportent un plus. Rappelez-vous vraiment en début de saison, dès qu'on faisait appel au banc, il ne se passait plus rien. Là, c'est pas le cas. Le banc est capable d'apporter des choses, que ce soit à la création ou à la finition. Donc, évidemment, ce mercato se retrouve dans les qualités de notre équipe en fin de match
Et vous voyez qu'hier, c'est Orban et Fofana qui marquent les 2 et 3e buts, donc tout simplement 2 entrants. Je n'oublierai pas également en première mi-temps à la 35e le tir sur le poteau du FC Nantes. Nous, dernier quart d'heure ronronnant, je prends des notes, quand je commande pas, je prends des notes, et j'ai noté dernier quart d'heure ronronnant de l'OL, et on le retrouve parfaitement sur l'attaque momentum. Moi personnellement, mais bon, évidemment, je ne suis pas l'entraîneur et je fais confiance à notre coach. J'aurais procédé dès la mi-temps à certains changements, et vous allez voir qu'il y a un changement qui aura de sacrées conséquences d'ici la fin du match. Et je trouve justement qu'en deuxième mi-temps, d'ailleurs on le retrouve ici, on a bien débuté, ensuite un petit coup de mou, et là, à l'entrée de Ryan Cherki, il s'est passé des choses, clairement, et ça a été encore mieux lorsque Fofana est rentré à la place d'Ernest Nuama, qui, je trouve, n'était pas très bien inspiré hier, comme souvent aurais-je tendance à le dire, mais Fofana, le petit Malik Fofana, il est rentré et il a été très bon. J'aurais vraiment préféré qu'il sorte plus tôt. Moi, j'aurais sorti Tolisso et Nuama en même temps à la 60e pour faire rentrer Ryan Cherki et Fofana. Orban, lui, est rentré un petit peu plus tard pour remplacer Lacazette et ce qui est bien pour lui, évidemment, c'est qu'il a marqué. Alors vraiment, je trouve qu'en fin de match, on a eu énormément d'occasions et finalement, on marque 3 buts. Le premier but, une nouvelle fois, Alexandre Lacazette, plus renard que jamais, puisqu'il marque un but en taclant un dégagement du défenseur. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable ce qu'il fait sur cette action. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de revoir l'action, c'est Saïd Benrahma qui fait un premier tir. Ensuite, c'est récupéré par Fofana qui tire malheureusement sur le gardien. Fofana s'arrête de jouer en pensant que l'action était finie. Et le seul qui pensait pas que l'action était finie, c'était Lacazette qui traînait là et qui a donc taclé le ballon dans le but. Il n'y a pas eu tellement de suspense puisque vraiment très très peu de temps après, on marque à la 75e et donc 2 minutes plus tard, c'est Malik Fofana, servi par Ansley Maitland-Niles, et il faut le dire, Fofana qui marque du gauche. Donc ça c'est très bien, ça veut dire vraiment, ça confirme en tout cas ce que je pense de ce joueur, c'est qu'il est vraiment intéressant, très très intéressant, très technique, très bonne mentalité, il ouvre son compteur cette saison, et une fois qu'il aura progressé sur le plan physique, parce qu'il reste quand même malgré tout assez frêle, et je pense que là on a un vrai joueur de très très bonne qualité. La fin de match est carrément à sens unique, vraiment Nantes a totalement baissé pavillon. Ryan Cherki a eu beaucoup d'opportunités, pas toujours super bien utilisées, notamment avec Gift Orban à un moment donné. Sur un jeu de transition, il aurait pu servir Orban, il ne l'a pas fait. À mon avis, c'était une erreur. Mais au final, interception de Maxence Cacré qui fait pas un grand match, faut le dire, mais qui finit bien, comme Matic d'ailleurs, les deux ont plutôt bien fini le match. Donc Cacré intercepte la balle, lance Baldé déborde et sert parfaitement Orban qui finit l'action. 2 buts en une semaine pour Orban. Baldé qui, on le verra dans les stats, a encore été décisif. Après un début de saison extrêmement compliqué pour Mama Baldé, écoutez, il trouve sa place dans la rotation. Lui, c'est ce qu'on attend de lui, c'est quand il entre sur le terrain vraiment de se donner à fond. Et là, en plus, il est efficace. Écoutez, on va pas se plaindre d'avoir de la qualité sur le banc et des joueurs qui ont réellement retrouvé confiance. Alors si on prend les stats globales du match, vous voyez 1,27 XG pour Nantes et 2,54 pour nous. Donc finalement, le score de 3-1 est absolument confirmé par les statistiques. Quasiment 60% de possession pour nous. 19 tirs, 10 cadrés, mais vous allez voir que si on scinde entre les deux mi-temps, évidemment, c'est pas du tout la même limonade, puisque en première mi-temps, on se retrouve avec 0,33 XG, un seul tir cadré, alors qu'en deuxième mi-temps, 2,21 XG, 13 tirs, 9 cadrés. Donc évidemment, on a été nettement plus dangereux en deuxième mi-temps. Ce qui peut peut-être amener Pierre Sage à s'interroger sur certains choix qu'il fait dès la première mi-temps, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans les stats, on met l'essentiel de nos buts en deuxième mi-temps. Alors certains pourront dire, oui, mais par exemple, si on pointe Nuama en mettant en avant
son manque d'efficacité, on va dire oui, mais il fatigue les défenseurs, etc., etc. Donc c'est ceux qui entrent qui en profitent. C'est peut-être vrai. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, hein, parce que je pense qu'il y a de vrais problèmes intrinsèques avec Nuama. Mais en tout cas, bon, il va falloir quand même trouver une réponse à cette difficulté dans les débuts de match. Je vais remettre la compo en grand parce que effectivement, là, c'est face à des équipes du bas de tableau. Même en prenant un but, on arrive à revenir. Mais je le rappelle, on a un calendrier extrêmement compliqué. Donc si vous laissez le PSG, Brest, Lille ou Monaco ouvrir le score, c'est pas dit du tout que vous aurez l'opportunité de revenir. Donc il va vraiment falloir s'interroger. Deuxième point d'interrogation, c'est sur le 4-3-3 quand Tolisso est là. Alors Tolisso, il a fait des bonnes entrées cette saison, pas toujours, hein, parfois assez fantomatiques. Hier, moi, je l'ai trouvé fantomatique. Et le problème, c'est que quand vous avez un Tolisso qui est fantomatique dans un 4-3-3, eh ben, c'est très très compliqué. Je dirais qu'on a été bien meilleur quand on est passé en 4-2-3-1 avec Matic et Cacré devant la défense, Ryan Cherki en créateur. Je trouve que ça a été beaucoup mieux, beaucoup plus percutant. Hein. D'ailleurs, il suffit de voir les statistiques, hein, elles parlent d'elles-mêmes. Alors, est-ce à dire qu'il faut jouer en 4-2-3-1 définitivement cette saison? Je ne sais pas. Je pense que le 4-3-3, il peut être vraiment pas mal quand on a Aurel Mangala à la place de Tolisso. Mais par exemple, Matic, que je trouve en difficulté physique hein, depuis la trêve, j'ai déjà expliqué, mais bon, parfois il faut pas hésiter à se répéter. J'attendais vraiment que Matic soit encore plus impressionnant après la trêve internationale où il avait eu 2 semaines, on va dire, pour recharger les batteries. Rappelons qu'il arrive après ne pas avoir joué pendant plus de 2 mois et il avait été excellentissime. Donc moi je me disais avec la trêve il va être au moins sur cette lancée et je trouve que tous ces matchs depuis la trêve, eh bien, je le trouve en difficulté physique. Hier même il se tape des crampes hein, quand même, c'est quand même incroyable. Alors le paradoxe c'est qu'il finit très très bien le match parce que c'est quand même lui qui à un moment décale notre ami Fofana de manière vraiment inattendue. Enfin, il trouve une passe vraiment que lui seul pouvait trouver et il a fait quelques replis défensifs intéressants. Donc bon, je ne sais pas, j'ai du mal à le situer en ce moment Matic, mais ce que je pense c'est que quand on a Matic et Tolisso dans le 11 de départ et donc Aurel Mangala absent, le 4-3-3 il est difficile à tenir parce que en plus en première mi-temps, ça a d'ailleurs été pointé du doigt par Pierre Sage, rapporté par l'homme de terrain de Amazon Prime. Eh bien, Saïd Benrahma ne faisait pas tellement les replis défensifs, donc ça nous a un petit peu handicapés. Donc, je crois qu'il y a des réflexions vraiment à mener. Pareil sur la défense centrale. Bon, là, malheureusement, c'est la meilleure défense centrale qu'on puisse aligner, mais je pense vraiment qu'il va falloir s'interroger sur la défense centrale pour la saison prochaine, parce que même si on prend beaucoup moins de buts qu'en début de saison, la paire Khaled Tachar O'Brien, c'est quand même pas top. C'est quand même pas top. Ça nous dépanne cette saison, mais moi je vous le dis sincèrement, je sais qu'il est très populaire, donc moi-même je vais me rendre impopulaire en le disant, mais je trouve que si on a une belle proposition pour Jack O'Brien, il faut absolument le laisser partir. Et si on récupère 30 ou 35 patates pour lui, eh bien il faut les investir dans un défenseur central plus expérimenté, plus référencé. Hier, je le trouve vraiment souvent mal placé. Alors oui, il est bien sur les duels aériens, mais il n'y a pas que ça dans le foot. Je le vois pas tellement à la relance. Je trouve que parfois il est mal placé, comme je le disais. Pas que hier d'ailleurs, je trouve lui aussi, depuis quelques matchs, il me déçoit un peu. Alors oui, c'est bien, il a mis des buts, c'est le deuxième buteur de l'équipe, mais bon, je suis pas complètement convaincu par O'Brien. Donc voilà selon moi les axes de réflexion. Alors comme je le disais hein, pour la défense centrale, on peut pas y faire grand chose vu qu'on n'a pas tellement de rotation. Lovren est cramé, il ne joue plus du tout. Diomandé est à la cave, Adrielson visiblement n'est pas au niveau. Alors, on peut imaginer mettre Mata, mais le problème de Mata c'est que vous réduisez la taille de l'équipe, puisque Mata il doit être à 83-84 alors que O'Brien est à 1,97. Donc évidemment, dans votre surface de réparation ou dans la surface de réparation adverse, c'est quand même intéressant d'avoir de la taille.
Donc là, c'est des problèmes à traiter pour cette fin de saison, mais aussi pour la saison prochaine. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que moi, je pense qu'il faut absolument changer cette défense centrale. Je trouve que Caleta-Car, ça serait pas mal en rotation, mais si on veut avoir des ambitions, si on veut retrouver la Ligue des Champions, si on veut finir top 3 du championnat, à mon sens, on ne pourra pas le faire avec ces mecs-là. Mais peut-être suis-je trop dur, hein, je ne sais pas. Mais je trouve que hier, vous voyez, le nombre d'occasions qu'on concède, c'est un truc de fou. Hein. On a un Anthony Lopez qui fait un très très grand match. Et sans ça, je peux vous dire que je suis pas certain qu'on arrive à 1-1 en deuxième, à 1-0 en deuxième mi-temps. Peut-être qu'on en prend un deuxième. Donc voilà, c'est des réflexions à mener. En tout cas, pour le moment, bon, la défense centrale, on n'y peut pas grand-chose. Mais sur ce 4-1-4-1, surtout quand Mangala n'est pas là, je trouve que quand vous avez Tolisso et Matic, c'est quand même compliqué d'apporter du danger dans la surface adverse parce que non seulement les deux ne se projettent pas beaucoup, mais en plus, Maxence Cacré, d'une certaine manière, se sent obligé de les aider parce qu'il voit très bien qu'il y a des trous partout. Alors lui-même n'est pas irréprochable, Maxence Cacré, mais on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas assez cavaler. Alors, on va aborder quelques petits sujets, on va dire un peu touchy sur la suite de la vidéo. Donc, y avait-il carton rouge en défaveur d'Alexandre Lacazette et désormais, avec cette accumulation de bons résultats, est-ce que l'on peut croire à la qualification en Coupe d'Europe par le championnat? Vous allez voir, je vais peut-être doucher un petit peu les ardeurs de tout le monde, hein, je suis désolé, mais moi j'essaye toujours d'être mesuré et réaliste par rapport à la situation. Alors ce match a été marqué par un certain nombre de faits de jeu en relation avec Alexandre Lacazette, puisque alors involontairement en première mi-temps, il a blessé donc un premier joueur qui a dû sortir, qui a été remplacé par Nathan Zézé. Et le pauvre Zézé s'est pris à la 52e un coup de coude dans l'arcade sourcilière. Alors bon, si vous avez pratiqué des sports de contact, vous avez peut-être eu vous aussi une arcade sourcilière pétée. C'est très impressionnant parce que le sang devient très très abondant, mais bon, ce n'est pas très grave, il faut simplement colmater la plaie. Mais un certain nombre de personnes, évidemment du côté du banc nantais, de certains journalistes, ont estimé que cette action d'Alexandre Lacazette, qui donc met un coup de coude dans l'arcade de Zézé, méritait un carton rouge. C'est évidemment très important puisque c'est Lacazette qui marque le but de l'égalisation. Et évidemment, Nantes menant 1-0 à ce moment-là à 11 contre 10, aurait peut-être réussi soit à conserver les 3 points, soit à conserver peut-être le match nul. On ne peut pas savoir. Hein. On a bien vu le PSG gagner à Marseille en infériorité numérique. Donc on ne peut pas non plus le savoir. Mais en tout cas, cette chose a fait débat. Et vous allez voir qu'Alexandre Lacazette, il est beau joueur sur l'affaire. On va voir ce qu'il a déclaré après le match sur cette situation. Donc il dit: j'ai revu les images, c'est vrai que c'est impressionnant. J'aurais pris le carton rouge. J'aurais compris le carton rouge. Je n'y vais pas avec l'intention de mettre le coude. Mais sur les images, on voit qu'il y a contact, c'est dangereux, mais je ne veux pas lui faire mal. Je m'excuse directement, je comprends la déception des Nantais, néanmoins ça reste un fait de jeu. Comme on dit, sur la saison, ça s'équilibre. Parfois on est avantagé, parfois non. Là, on va dire qu'on a eu de la chance. Donc vous voyez, Alexandre, bon, il reconnaît quand même que, imaginons qu'un Lyonnais ait été blessé de cette manière-là, je pense qu'on aurait été beaucoup moins magnanime. Mais vous voyez, il reconnaît que on peut pas dire que c'est une erreur manifeste de ne pas avoir donné carton rouge, mais disons qu'il n'y aurait pas eu forcément scandale s'il y avait eu rouge sur cette action-là, et peut-être que ça aurait impacté le scénario du match. Alors évidemment, vous le savez depuis quelques jours, à juste titre d'ailleurs, le maintien étant considéré comme assuré, Pierre Sage, écoutez, fixe la 7e place comme l'objectif principal de cette fin de saison. Alors on va voir que même si nous restons 10e du championnat, donc nous sommes ici,
avec 38 points, mais évidemment, on se retrouve avec 1 point seulement de retard sur Rennes et Marseille, et 2 points sur justement cette 7e place, Reims, que nous n'avons pas été capables de battre cette saison, puisque nous avons perdu là-bas, et nous avons fait match nul à domicile la semaine dernière. Mais vous voyez qu'il y a quand même un point qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que non seulement nous avons 2 points de retard sur la 7e place, mais en plus un goal average extrêmement négatif par rapport aux 3 équipes qui sont devant nous, puisque nous sommes à -8, et que Reims donc est à -1, ce qui n'est pas exceptionnel, mais bon, ça fait quand même 7 buts de différence. Et donc en fait, on n'est pas vraiment à 2 points, on est plutôt à 3 points derrière la 7e place. Donc ça fait déjà un match, et il reste, enfin une victoire de différence, et il ne reste que 6 matchs à jouer. Et vous allez voir que les adversaires que l'on va jouer, eh bien, ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'on va jouer tout simplement les 4 premiers du championnat, en commençant par Brest la semaine prochaine, puis, alors pas forcément dans cet ordre-là, mais PSG, Monaco et Lille, pardon. Vous voyez, 4 équipes qui sont très détachées des autres. Donc, ça veut dire que il reste que 6 matchs. Alors certes, les 2 derniers, ce sera contre Clermont et Strasbourg, donc là plutôt des équipes du bas de tableau. Mais il y a quand même là une montagne à gravir, hein. On est un peu comme dans le Tour de France, il y a une dernière ascension, et soit on arrive à suivre les meilleurs, et donc on arrivera peut-être sur ce top 7, soit on perd 10 minutes et on oublie le podium. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est bien ce qu'on a fait, c'est très bien, on revient dans la course, on se donne le droit de rêver, on a la finale évidemment de la Coupe de France, mais on joue le Paris Saint-Germain, hein, donc évidemment ça va être compliqué, mais même là, pour le championnat, notre différence de but nous handicape énormément. Alors certains me diront, bah oui, mais si on gagne des matchs, on va améliorer notre différence de but. Oui, mais est-ce qu'on va réussir en 6 matchs à récupérer 7 buts sur Reims? C'est pas certain. Surtout que si c'est pas Reims, si c'est Marseille ou Rennes qui remonte, là on a quasiment 15 d'écart en différence de but. Donc là évidemment ce n'est pas envisageable. Donc oui, moi j'ai envie d'y croire, évidemment, en tant que supporter, soit à la finale de la Coupe de France, soit à la 7e place, soit les deux, évidemment. Mais je crois que si on est réaliste, il faut rester extrêmement prudent. Je pense que peut-être à 3 matchs de la fin, c'est-à-dire une fois qu'on aura passé 3 cols et qu'il en restera un 4e, on pourra peut-être se prononcer, mais avant cela, ça me paraît périlleux de se dire qu'on va pouvoir se qualifier via le championnat. N'hésitez évidemment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Alors, quelques petites stats pour terminer la vidéo. Donc, vous le voyez, l'OL a tiré 81 corners en 2024, toutes compétitions confondues, pour un seul but. Alors, on a pris un assistant coach qui est spécialiste des coups de pied arrêtés. En tout cas, sur les corners, il y a encore beaucoup de boulot, sachant quand même qu'on a 3 mecs à plus d'1,95 m. Donc, Matic, Kaletachar et... Alors, il fait peut-être pas 1,95 m, Kaletachar. Et O'Brien. Et que bon, pour le moment, sur les corners, en 2024, je pense qu'on peut faire nettement mieux. L'OL va devenir la première équipe de l'histoire à se maintenir dans l'élite, à pas avoir compté exactement 7 points après 14 premiers matchs d'une saison en Ligue 1. Donc, mine de rien, on fait un truc historique qui restera dans nos mémoires, surtout si ça se termine bien par une victoire en Coupe de France. Ernest Nuama perd 62% de ses duels cette saison en Ligue 1. 80% de duels perdus hier. Seul Gift Orban fait pire parmi les joueurs actuels de l'effectif, avec 64% de duels perdus. Bon. Total de buts inscrits par l'OL en première période cette saison, 10. Total inscrit en seconde période, 24. Donc là, il y a vraiment un truc sur lequel il faut agir pour mieux démarrer nos matchs. À peut-être regarder aussi parmi les joueurs qui sont présents sur le terrain. Malik Fofana a obtenu 5 occasions nettes de but depuis son arrivée au club pour 2 buts. Alors ça, c'est toute compétition confondue puisqu'il a mis son premier but en Ligue 1. Alexandre Lacazette a inscrit plus de buts. Bon, ça c'est idiot, donc je ne le dis pas. Alexandre Lacazette, depuis son retour au club, 67 participations, toutes compétitions confondues, 56 fois
56 fois en 67 matchs. Décisif, 48 buts, 8 passes décisives. Alors on parlait des duels. Khaled Tachar a remporté 83% de ses duels face à Nantes, 10 sur 12, record du match, parmi les joueurs ayant joué au moins 20 duels. Ryan Cherki a réussi 6 dribbles en 37 minutes face à Nantes, sur 7 tentés, donc c'est très bien. Deuxième total pour un remplaçant lyonnais cette saison, après Ryan Cherki qui avait déjà réussi 8 dribbles face à Toulouse, mais je trouve que son match à Toulouse est quand même bien meilleur. 13 récupérations pour Nemanja Matic face à Nantes, record du match. Il s'agit de son deuxième meilleur total au club, 14 face à Metz. Mais je le redis, je n'ai pas tellement apprécié le match de Matic globalement, même si je trouve qu'il a bien terminé la rencontre. Pourtant, après avoir été embêté par des crampes, c'est assez surprenant. Mama Baldé a été décisif à 3 reprises sur ses 5 derniers matchs avec l'OL. Donc là, bien, on est content si on a des remplaçants qui font le métier. 5 passes clés pour Saïd Benrahma, record du match à sa sortie. Il faut bien dire que c'était le seul joueur avec Anthony Lopez qui s'est démarqué en première mi-temps, mais malheureusement pour lui, manque d'efficacité, alors de sa propre efficacité et des joueurs qui ont été récipiendaires de ses passes. Alors Ansley Maitland-Niles a été autant décisif sur ses 17 derniers matchs avec l'OL que sur ses 108 derniers matchs en club. 3 fois, donc ça c'est étonnant. Donc l'OL marque 70% de ses buts en deuxième mi-temps. Donc on revient sur cette anomalie, si l'on peut dire. C'est dommage parce qu'à chaque fois, il ne nous donne pas la moyenne de la Ligue 1. Bref. Corentin Tolisso, qui est sorti à l'heure de jeu, un match très très compliqué pour Tolisso, n'a récupéré que 4 ballons face à Nantes. Et Valenciennes, son plus faible au total avec l'OL sur 2 matchs cette saison. Il est un peu dans le dur hein, physiquement, Tolisso. Il a fait quelques bonnes sorties, mais là, récemment, c'est beaucoup plus compliqué. Bien, voilà les amis pour ce débrief. On se retrouvera mercredi à 20h, hein, juste avant la Ligue des Champions. Donc, pour une tribune des supporters. Donc, vous pourrez parler de tout ce qui vous intéresse. Il y aura des sujets proposés, comme ce match face à Nantes. La qualification pour la Coupe d'Europe, Ryan Cherki doit-il être titulaire, Pierre Sage doit-il être prolongé, etc., etc. Que voyez-vous pour la finale de la Coupe de France? Enfin bon bref, 1 heure donc pour chatter avec vous. Donc soyez nombreux présents au rendez-vous. Passez une bonne semaine. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.